Donc Gilles est en fait digital champion, c'est un terme anglo-saxon pour dire qu'il est l'ambassadeur du numérique donc pour la France auprès de la Commission. C'est aussi un spécialiste du big data, il a écrit un livre qui s'appelle Big Data, penser l'homme et le monde autrement. C'est un entrepreneur, il a investi et créé dans de nombreuses startups, et c'est un observateur, je dirais, éclairé de ce qu'il se passe. Alors Gilles, pour commencer, puisque d'abord merci d'être là, une fois de plus, on sait que tu suis de très près ce que fait la Tribune dans le domaine de la Smart City et de la ville intelligente, qui sont des domaines de travaux. Pour toi, la première question, c'est, on a vu ce matin, voilà, ce risque de l'illusion technologique. Smart City, Big Data, Blockchain, IoT, tous ces termes peuvent faire peur aux citoyens, aux habitants, et puis peuvent donner peut-être le sentiment d'une perte de contrôle, d'une perte de maîtrise. Est-ce qu'on peut avoir une petite discussion sur remettre de l'humain dans tout ça, et remettre peut-être la logique de gouvernance, pourquoi finalement ces nouvelles technologies peuvent être utiles au service de l'homme? Bonjour, et bravo à la Tribune d'organiser ce débat qui, je crois, est extrêmement souhaitable, nécessaire et vertueux, parce que en fait, ce que tu viens de dire me semble absolument central. Il ne faut pas se laisser illusionner par la technologie. Et il ne faut pas regarder le doigt, mais ce que montre le doigt d'une façon générale. Et je crois que assez souvent, ces enjeux de Smart City ont une forme de fascination un peu morbide pour la technologie en tant que fin, alors que la technologie n'est qu'un moyen, et ce moyen, c'est un moyen qui est destiné à faire en sorte que les humains cohabitent, interagissent de la meilleure façon qui soit. Donc je crois que c'est sans doute ça qui fait que c'est difficile de mettre finalement un concept sur la notion de Smart City, c'est que c'est tout aussi bien des algorithmes de détection de flux dans la ville que des affaires de démocratie participative, et qu'entre les deux, on voit bien qu'il n'y a ni les mêmes technologies, ni les mêmes processus, et pourtant on les met dans la même boîte. Et une des raisons qui, me semble-t-il, prévalent à cette très large perception, c'est le fait qu'il y a des territoires très différents, avec des cultures différentes, et donc des applications des technologies qui finissent par être extrêmement différentes les unes des autres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit partir de la culture, on doit partir du contexte historique dans lequel les cités, les métropoles se sont construites, pour pouvoir avoir une application intelligente des Smart Cities. Vous avez, je crois, des extrêmes. Deux de ces extrêmes, pour moi, ce sont d'un côté les pays scandinaves qui ont vraiment une culture de la participation, de la construction collective et donc de l'urbanisme qui est très très forte. Et puis de l'autre, vous avez Lagos, vous avez l'ensemble de ces mégapoles qui sont en développement dans les pays émergents et qui le font dans un désordre incroyable, mais qui utilisent pour autant des technologies de Smart Cities parce qu'elles voient bien qu'elles ne peuvent pas couvrir la ville de services publics à la vitesse où elle se développe. Et donc il faut, au-delà du service que vous mettez de type traditionnel, mettre de l'efficacité supplémentaire grâce à la technologie. Alors Gilles, tu es également à l'origine d'une initiative qui s'appelle Africa for Tech. Peut-être tu pourrais nous en dire un petit mot, parce qu'il va y avoir la COP22, je crois que tu vas y participer. C'est vrai que l'Afrique, finalement, on a l'impression, ce qu'on appelle le leapfrog, qu'elle pourrait, grâce aux technologies, le cas de Lagos en est un exemple, rattraper une partie de son retard en infrastructure et une partie de ce retard en croissance. Est-ce que, effectivement, on constate que c'est le cas, et qu'est-ce que tu observes de ce point de vue pour l'avenir des grandes villes africaines ? Enfin, la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce challenge d'Africa for Tech, c'est que, effectivement, c'est le leapfrog. C'est de se dire, l'Afrique est le dernier continent qui connaît, entre guillemets, ses 30 glorieuses. C'est-à-dire que le décollage a commencé il y a une dizaine d'années, et puis aujourd'hui, il y a des taux de croissance qui sont relativement soutenus. Et ce que l'on souhaite, nous, mais je crois une grande génération de leaders, d'une certaine manière, c'est de faire en sorte que ce développement soit un développement endogène qui n'ait pas les mêmes caractéristiques que celui qu'a rencontré l'Occident. On voit bien aujourd'hui que le modèle occidental trouve ses limites, et finalement, c'est ce modèle
de consommation, de surconsommation, d'utilisation effrénée de l'énergie d'une façon générale, qui est le modèle que l'on remet le plus en cause. Et donc il faut réussir à faire émerger un nouveau modèle. Et il y a de très nombreux leaders africains, des chefs d'État, qui se disent, finalement, si on n'arrive pas à faire ça, on va perdre notre âme qui consiste à avoir finalement une vision du monde, une culture très particulière. Et il faut qu'on arrive à se développer, à utiliser la technologie, à utiliser les techniques d'une façon générale pour faire en sorte qu'on trouve un modèle qui soit structurellement africain. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que ça touche absolument tout. Ça touche l'énergie, la santé, l'éducation, l'agriculture, les transports, etc. On peut trouver des modèles qui reposent sur ce qui a été dit dans la précédente table ronde, c'est-à-dire sur des gains d'opportunités supplémentaires et qu'on n'a pas besoin de faire des autoroutes à 4 voies désormais. Les gens de Google disaient l'autre jour un truc qui est absolument stupéfiant, c'est que sur une file d'autoroute, si vous avez des véhicules autonomes, eh bien vous faites passer 16 fois plus de voitures qu'avec des véhicules pilotés. 16 fois plus de voitures. Donc vous n'auriez plus besoin que d'une seule file, avec un impact sur les territoires qui est évidemment complètement différent. Et donc la question, c'est de savoir si on est capable de dire finalement à ceux qui font la programmation sur le très long terme de ces territoires nouveaux, entre guillemets, en Afrique, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire des autoroutes, de demander aux Chinois de vous faire des autoroutes à 4 voies. Il faut penser ces territoires de façon différente. C'est vrai pour les infrastructures, mais c'est aussi vrai pour les éléments les plus structurants du vivre ensemble. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait des systèmes de santé publique qui vont être des systèmes très inefficaces, ou est-ce qu'au contraire, on met du big data pour faire des systèmes préventifs, des systèmes où on va faire des dispositifs qui vont permettre d'être complètement intégrés dans les territoires et qui vont être ce qu'on appelle pré-pathologiques. C'est-à-dire on n'attend pas que vous ayez une pathologie pour la guérir, mais on essaye de la prédire. 97% de l'argent qu'on dépense en Occident, c'est du post-traumatique, c'est très inefficace. On a le moyen de faire différemment. Et la grande chance de ces territoires, c'est finalement d'arriver plus tard, et donc de pouvoir faire du leapfrog. Vous savez, cette affaire de la téléphonie mobile en Afrique, qui a littéralement explosé en complètement shiftant la période du cuivre. Vous avez, je crois, 0,3% ou 0,5% des Africains qui sont connectés via les cuivres, et vous avez 73% des Africains qui ont aujourd'hui accès à un téléphone mobile. C'est 15 points de moins que dans la moyenne occidentale, et ils rattrapent à une vitesse absolument incroyable. Alors justement, ce qui me frappe, ce qui nous frappe à la tribune, on s'est fait un peu une spécialité de la Smart City et d'observer toutes ces innovations, c'est la vitesse avec laquelle, effectivement, c'est en train de se dérouler. Il y a 2-3 ans, quand on voyait les gens d'Uber qui nous disaient « un jour, il y aura des taxis autonomes », ils parlaient de dans 10 ans, dans 15 ans. Et là, ils sont en train de le faire à Pittsburgh. L'intelligence artificielle, elle arrive dans nos smartphones, ça va être spectaculaire, je crois. On va avoir un assistant personnel qui va être capable de gérer une grande partie de nos vies. Qu'est-ce que celui qui est un peu aussi le philosophe des big data, si je puis me permettre, dit de ces évolutions? Est-ce qu'on va être capable d'absorber un changement aussi rapide, aussi spectaculaire, qui peut-être qui va transformer le visage de nos vies et de nos villes, peut-être à un horizon qu'on imaginait pour nos enfants et qui sera peut-être pour nous dans 2, 3, 5 ans? Oui, alors pour parler d'intelligence artificielle en 2 mots, les prémices de l'intelligence artificielle sont nées avec la cybernétique dans les années 50, voire les années 40 même. Et puis il y a eu un certain nombre de phases d'accélération. Les concepts qui sont derrière les machine learning ont été inventés dans les années 80, et tout ça n'a pas été très loin. Et puis soudainement, depuis 6 ans, on a vraiment une nouvelle jeunesse, une nouvelle ère de l'intelligence artificielle qui a été portée par plusieurs phénomènes. Le premier d'entre eux, c'est d'abord la capacité de traitement des grandes données, c'est-à-dire les big data, les inventions de Hadoop, de MapReduce, de Duck-Cutting d'une façon générale, qui sont des sous-jacents indispensables. Vous avez, si vous voulez faire fonctionner des systèmes apprenants, vous avez besoin d'avoir de très très grandes quantités de données. Et donc ça a été résolu assez rapidement. Et après, il y a eu effectivement un certain nombre de progrès dans notamment la diffusion des techniques de machine learning par l'open source, qui fait que ce sont des technologies qui sont, pour ainsi dire, standardisées aujourd'hui et qui vont accélérer de façon extrêmement importante. Maintenant, pour revenir à cette notion de leapfrog, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que ces technologies,
aujourd'hui sont devenus ubiquitaires. C'est-à-dire que la localisation, qui était une des caractéristiques des technologies avant que l'on ait le cloud, n'existe plus. Et donc vous pouvez avoir des mises en œuvre à la fois de connaissances et à la fois de techniques qui se passent n'importe où. Et ça, je crois que c'est vraiment l'enseignement que nous donne cette deuxième décennie du millénaire, c'est la décentralisation du savoir. Sebastian Thrun, qui est vraiment le père de l'intelligence artificielle, c'est le premier qui a réussi à faire courir un robot pendant 120 km en autonomie totale dans le désert du Nevada pour gagner le DARPA Award. C'est aussi lui qui a créé Udacity. Parce qu'il a dit très clairement, lorsqu'il a gagné ce concours, il a dit « Je ne suis pas venu ici pour enseigner 120 WASP, ce sont ces termes de Stanford, je souhaite donner cette technologie au plus grand nombre. » Et son premier MOOC a été un MOOC d'intelligence artificielle qui a quand même été vu la première année par 24 500 personnes. Donc ça vous démontre finalement que vous êtes en train de vivre un moment dans l'histoire de l'humanité, un moment qui est comparable à celui de Gutenberg, le moment où on est capable de répandre les techniques et où finalement on, entre guillemets, ringardise les moines copistes et d'une certaine manière des lieux de puissance qui étaient les abbayes auparavant. Donc ce moment est en train d'arriver, et ce que je trouve très important, c'est que la différence de l'Afrique par rapport à l'Occident, c'est le fait que vous n'avez pas enraciné en vous la force de l'habitude, et le fait que la régulation, l'habitude, vous pousse à faire comme vos prédécesseurs l'ont fait. Vous êtes obligé, vous avez un terrain qui est totalement vierge, et vous êtes systématiquement le primo-accédant d'une nouvelle technique. Donc quand vous dites on va devoir inventer un système de santé, on va devoir inventer des transports publics, on va devoir créer la concertation, vous avez un référentiel culturel qui n'est pas celui de l'Occident et sur lequel vous pouvez paradoxalement vous appuyer pour faire des choses absolument stupéfiantes. Au moment de la révolution industrielle en Angleterre est né un mouvement qui s'appelait les Luddites, d'opposition aux machines à tisser, textiles, automatiques. Est-ce qu'on ne risque pas, avec ces nouvelles technologies, de voir assister à une forme de contre-résistance, d'un rejet d'une partie de la population, notamment celle qui est victime. Les chauffeurs de taxi, on le voit dans toutes nos villes, il y a des manifestations parfois très graves, très violentes. Les transporteurs, tous les gens qui vont être dans les métiers finalement qui risquent d'être supprimés par la robotisation, l'intelligence artificielle. Alors, les Luddites, c'est un moment très important dans l'histoire parce que c'est la première fois où il y a une vraie révolte collective contre la machine. Et c'est un mouvement qui sera très documenté par un économiste que j'aime beaucoup, Paul David en particulier. La question se pose, je pense, de différentes façons. La première, c'est est-ce que l'on a des gains de productivité? Les gains de productivité, c'est ce qui déplace la valeur et ce qui fait que potentiellement toute une catégorie sociale se trouve désintermédiée par les machines. En macroéconomie, on ne les voit pas encore. Il y a un grand débat, d'un côté Robert Gordon, de l'autre côté un certain nombre d'économistes, sur l'existence ou non d'une stagnation séculaire, une baisse de la productivité. Moi, je suis persuadé que le thermomètre est cassé, que ces gains de productivité sont bien supérieurs à ce que l'on croit. Et je constate d'ailleurs qu'un certain nombre d'économistes commencent à se ranger dans ce camp-là. Donc les gains de productivité sont importants, ils arrivent, ils sont directement liés à la qualité du capital humain qui n'est pas encore adapté à ces machines et donc qui est en très faible quantité. Je rappelle qu'en France, on forme à peu près 300 data scientists par an pour une estimation de besoin de marché qui est de l'ordre de 3 à 5 000, donc une échelle au moins de 10. Et évidemment, c'est une forte raison pour ne pas avoir ces gains de productivité. Une fois qu'on va commencer à adapter le capital humain aux techniques, on va avoir une déferlance de gains de productivité. La question qui va se poser, c'est comment finalement on est capable de réguler, de créer une régulation qui limite les frottements sociaux. Parce que s'il n'y a pas de régulation, donc s'il n'y a pas d'intervention politique, et là c'est clairement, je crois, une expression forte de ma foi dans le politique à cet égard, eh bien on va avoir des mouvements sociaux importants et ça n'est pas souhaitable. C'est-à-dire que la capacité première des acteurs politiques, normalement dans un monde normal, c'est d'accompagner le progrès, c'est d'accompagner, de poser une vision, de poser un paradigme politique qui est orienté vers le futur. Et je crois que, j'en parlais à l'instant avec Carlos Moreno, je crois qu'une des raisons qui font émerger une forte défiance à l'égard des acteurs politiques aujourd'hui, c'est le fait qu'on est bien conscient du fait qu'ils ne voient pas mieux que nous, qu'ils ne sont pas capables de nous proposer un projet politique qui soit orienté vers ce futur. Et à un moment où vous avez une accélération de l'histoire
tirés par la technologie, manifestement, c'est pas eux dont on a besoin pour réussir à poser ça. Je crois que vraiment, moi, ce que j'aimerais beaucoup et ce que j'essaye de, à ma modeste mesure, susciter, c'est de créer un nouveau paradigme politique qui est vraiment emporté par ce potentiel des technologies. Parce que ces technologies peuvent, dans tous les domaines, dans les fonctions régaliennes de l'État, résoudre tous les problèmes auxquels on fait face. Et je suis très affirmatif là-dessus. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs dans le mouvement auquel on assiste, là aussi qui va très vite, c'est ces civic tech, toutes ces start-up du civisme, je ne sais pas comment on peut les appeler, en tout cas qui ubérisent entre guillemets le politique, pour prendre une expression un peu horrible, dont je m'excuse auprès de l'assistance, mais c'est un peu ça. Ou la blockchain même, certains disent, donc peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que pourrait être la blockchain, certains disent que c'est la révolution ultime de l'Internet, ça va encore plus loin, parce que ça va être la relation de l'individu responsable avec un autre individu responsable, citoyen à citoyen, et non pas seulement un monde de consommation. Est-ce que c'est ça, finalement, si on rêve un peu, on va ubériser la politique ? Alors, c'est beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Sur les en 3 minutes. En 3 minutes. Sur les civic tech, mouvement passionnant, mais mouvement qui n'est pas accompagné, parce qu'il n'y a personne pour vraiment financer les civic tech. C'est difficile. L'interaction entre des institutions publiques de type mairie, conseil général, etc. C'est un mouvement militant, plutôt. C'est un mouvement militant. Il faut avoir la foi pour se lancer là-dedans. Ce matin, je félicitais sur Twitter Axel Dochez, qui était l'un des patrons de Publicis, de s'être lancé finalement dans une forme de start-up civic tech, parce que c'est quand même compliqué. Et beaucoup d'entre nous sont là pour en témoigner. Et je crois que finalement, une action politique qui serait clairement nécessaire, c'est de renforcer l'impact possible des civic tech en faisant une sorte de... comment ça s'appelle, le BSA, le Business... Small Business Enterprise Small Business Act. Voilà, c'est ça, ce genre de choses. Parce que le potentiel, l'impact de ces civic tech est supérieur à tout ce qu'on pense. C'est-à-dire, moi, je vois clairement ces acteurs qui sont souvent micro-localisés, micro-impactants, etc. Et on se dit, mais mince, si on portait ce truc-là à l'échelle, qu'est-ce que ça serait bien, quoi. Donc, souvent... la blockchain permet ça, on le voit dans les échanges d'électricité. La blockchain, c'est un peu, effectivement, un pas supérieur. Ce qui est remarquablement fascinant dans la blockchain, c'est sa capacité de décentralisation et finalement sa portée économique qui est supérieure à tout ce que l'on connaît en termes d'école économique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les économies régulées, où ce sont les institutions publiques qui font la redistribution, et puis de l'autre côté, vous avez les mouvements adam-smithiens, la main invisible, etc., où c'est l'entrepreneur qui a un facteur d'impact social que l'on prétend très important. Puis là, vous avez un troisième truc, vous avez des gens qui disent, finalement, je ne peux pas créer d'économie de rente parce que la blockchain intrinsèquement m'en empêche. Donc je crée un système... intermédiaire, quoi. Voilà, qui est complètement désintermédié par essence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il n'y a pas d'école économique qui décrit ça. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'à certains égards, on devrait fortement encourager les blockchains parce qu'ils permettent potentiellement de faire Uber sans actionnaire. Donc dans Uber, on trouve ça tous super, mais on sait très bien que derrière... Ou de la politique sans homme politique ? Potentiellement, oui. En fait, exactement, on pourrait avoir... encore une fois, des systèmes complexes, sans intermédiation, et donc sans corruption, sans distorsion, sans accumulation primaire de capital. Voilà. Mais pour que tout ça arrive, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement fort. Et finalement, malgré toute la défiance qu'on peut avoir à l'égard du corps politique, on voit bien que les communs, c'est finalement des gens qui font émerger une vision et qui arrivent à l'inscrire dans le réel. Et ça, on en manque cruellement aujourd'hui. Et donc je crois que c'est nous, notre exigence démocratique de citoyens, c'est à nous de faire en sorte qu'on fasse en sorte que les gens qui soient élus changent les systèmes, changent les institutions, changent les constitutions, finalement fassent émerger ces dynamiques qui n'ont plus forcément le même ancrage territorial. La notion de souveraineté, ce n'est pas forcément le territoire. Et où le pouvoir régalien ne s'exprime plus forcément par les institutions publiques, mais peut passer par des acteurs privés, par des civic tech. On va conclure cette discussion, mais c'est un peu la réconciliation avec finalement la thématique de la matinée, c'est la question de l'échelle. On a parlé de global, de région, de métropole, voire de quartier.
Et ce qui me paraît intéressant, et peut-être te demander ton avis pour réagir, Carlos Moreno a parlé à un moment de la révolution du quart d'heure. C'est-à-dire, en gros, dans les villes du futur, la qualité de vie, c'est d'être à un quart d'heure d'à peu près tous ces centres d'intérêt. C'est la révolution de l'hyper-proximité. Et c'est probablement valable aussi dans la relation de gouvernance. Est-ce que finalement la grande réconciliation que peut permettre la Smart City entre guillemets citoyenne et pas seulement vue comme hyper technologique, la technologie étant un outil, c'est pas ça, c'est d'arriver à réconcilier mon échelle de vie à l'échelle du quart d'heure, de ne pas passer 3 heures par exemple dans des embouteillages pour aller à mon travail, et puis en même temps d'avoir un échelon, celui de la ville, de la métropole, on voit le mouvement des métropoles qui s'autonomisent. Et puis l'échelle globale peut-être. Est-ce que c'est ça vers lequel on se dirige, vers quoi on se dirige? Les territoires sont quand même des lieux qui permettent de faire des opportunités, de créer des opportunités. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une ville comme Marseille ou Paris, ce que vous appréciez, c'est finalement le fait que vous pouvez faire des interactions qui vous enrichissent socialement, intimement, économiquement, etc. C'est le rôle des villes en particulier. Et je crois que la beauté des technologies, c'est d'être capable d'accroître ces gains d'opportunités de façon extrêmement forte. Donc vous avez effectivement des échelons territoriaux qui sont différents. Notre sécurité passe sur des niveaux de territoire qui n'ont rien à voir avec les opportunités qu'on peut avoir pour aller déjeuner avec un copain, etc., etc. Le savoir est complètement décentralisé aujourd'hui. Les inventeurs de l'intelligence artificielle étaient en Californie et on peut utiliser ces technologies très localement. Donc effectivement, je pense que la force d'une ville, c'est assez dans les domaines qui permettent au niveau du territoire de créer des opportunités, de les accroître autant que se peut. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça donne beaucoup de pouvoir aux villes. Finalement, on sait qu'il y a des tas d'associations dans une ville, mais on ne sait pas lesquelles sont intéressantes en fonction de mes centres d'intérêt. Et ça, notamment l'intelligence artificielle, va permettre de résoudre ça de façon extrêmement forte. Vous n'avez encore rien vu en matière du potentiel de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente, elle est juste capable de comprendre quelle est votre signature de données et de vous assembler dans un environnement qui est beaucoup plus intelligent. Par exemple, je vous donne un truc tout bête, mais ce qu'on dit beaucoup en Californie actuellement, c'est que les apps vont disparaître rapidement. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez utiliser des apps dans un téléphone mobile, il faut que vous sachiez qu'elles existent. Et le principe des systèmes intelligents, ça va être d'être capable de dire, écoutez, vous voyagez beaucoup, donc je vous ai installé Airbnb sur votre téléphone mobile. On appelle les chatbots, c'est ça? Chatbots, exactement. Et donc, ça va quand même remettre en cause toutes ces hiérarchies. Le chatbot, c'est quoi? C'est un robot qui va savoir mon besoin quasiment en temps réel. C'est des robots qui créent des routines très automatisées et très personnalisées en fonction de votre signature de données. Donc ça, c'est typiquement, on disait l'accélération du monde. Eh bien, les chatbots, je pense que personne ne savait ce que c'était il y a 18 mois. Et c'est aujourd'hui une technologie qui est standardisée. Donc en gros, il sait que je voyage, il sait que je vais avoir besoin de me loger, il va m'offrir toutes les opportunités. Exactement. On va vers une personnalisation, en fait. Exactement. Est-ce que la ville, là où la ville est irremplaçable, c'est que c'est un lieu d'espace territorial. C'est le lieu dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on va se balader à peu près dans tout Marseille, mais pas beaucoup plus loin au quotidien. Quand on sort de Marseille, c'est qu'on fait un voyage. Et donc, comment est-ce qu'on fait que dans ce quart d'heure, on arrive à faire en sorte qu'on optimise totalement le potentiel que l'on a? Donc, s'il y a ici quelqu'un qui est passionné d'apiculture, dans un monde normal, il ne va pas tellement croiser d'apiculteurs. Et puis, un chatbot peut lui dire, écoute, c'est génial, je t'ai installé une app là, qui va te mettre en relation avec les apiculteurs qui se trouvent tous à 10 minutes de ton quartier. Voilà, c'est ça le potentiel remarquable du monde qui vient aussi au-delà des ludettes. Super, merci beaucoup Gilles, je crois qu'on peut t'applaudir parce que je crois que vous avez bien fait de... Merci.